Donc, comment maîtriser la qualité de l'air à l'heure du bâtiment à très haute performance? Nous travaillons tous autour de bâtiments à très haute performance énergétique maintenant. Nos bâtiments deviennent de plus en plus complexes, les parois de plus en plus techniques et le matériel de plus en plus précis. Donc il est très important que ces avancées techniques, écologiques soient parfaitement maîtrisées pour que le bâtiment à très haute performance énergétique ne devienne pas malsain et que la qualité de l'air fasse partie intégrante de la réflexion, de la conception, et que la qualité de l'air intérieur fasse partie des objectifs à atteindre. La première posture que je pense qu'il faut avoir, c'est de ne plus considérer la qualité de l'air comme une résultante de l'acte de construire, que ce n'est pas une mesure post-construction, mais bien un choix qu'il faut assumer, parce qu'il est déterminant sur la santé des occupants et la santé des ouvriers qui vont travailler sur le chantier. J'ai donc développé quelques points qui me paraissent importants pour essayer de maîtriser nos nouveaux bâtiments très performants. La première chose à faire, ça va être de maîtriser les intrants. Les intrants, c'est un peu un terme agricole, mais il y a quelques connivences avec notre sujet. On va donc maîtriser tout ce qui va rentrer dans le bâtiment et essayer d'empêcher de faire rentrer tous les polluants. Et ça passe évidemment par une très bonne étanchéité à l'air. On est tous soumis à la RT 2012 maintenant, mais c'est quand même vachement mieux d'essayer d'obtenir les objectifs du label Passive House qui sont 4 fois au-dessus de l'étanchéité réglementaire de la RT 2012. Pour intégrer très rapidement l'étanchéité à l'air dans la conception, il me semble important de la matérialiser dès l'esquisse. Là, vous avez un futur bâtiment de maison de l'enfance où, dès la programmation, on a installé le plan de l'étanchéité à l'air, ce qui va permettre de mieux appréhender le programme. Hop là, voilà. Quand on va avancer dans le projet, on va préciser un petit peu les choses. Et il faut toujours que ce plan d'étanchéité à l'air soit présent dans nos plans, dans notre conception. Là, vous le voyez, hein, c'est le trait rouge qui détermine une partie des plans de la maison de santé. Et au niveau de l'avant-projet, il y a un local qui a été retiré du plan intérieur d'étanchéité à l'air. C'était le local poubelle pour 2 raisons. 1, il n'a rien à faire dans l'espace intérieur. Et 2, il est forcément ventilé par une ventilation haute et basse, ce qui ne nous permet pas d'être cohérent avec une étanchéité à l'air parfaite type bâtiment passif. La maison de santé de Hédé est un bâtiment passif. Hop là. Et puis quand on va avancer un petit peu plus loin dans le projet, il va falloir détailler parfaitement les parois, placer exactement le plan d'étanchéité dans chaque détail et réfléchir évidemment à l'assemblage des différentes parois, la toiture, le sol, le mur, etc., pour que le plan d'étanchéité soit parfaitement continu et anticiper la mise en œuvre sur le chantier, parce qu'on peut avoir bien anticipé ça dans les détails, et à la mise en œuvre d'un plancher intermédiaire dans une maison de 2 niveaux, par exemple, on va oublier la jonction d'étanchéité à l'air entre l'étage et le rez-de-chaussée. On a plusieurs techniques pour étancher un bâtiment. Vous les connaissez quasiment toutes maintenant. On a les enduits projetés qui vont être assez simples, pour moi pas très intéressants, mais assez simples à mettre en œuvre. Les membranes hygrorégulantes ou non, je préfère hygrorégulantes parce qu'elle a un intérêt de gestion de l'hygrométrie en plus d'avoir une étanchéité parfaite du bâtiment. Et on peut également étancher à l'air quand on a une ossature bois en utilisant le contreventement intérieur, en utilisant des parements bien spécifiques. Là, on est sur un panneau de type Durelis sans nommer de marque. L'OSB n'est pas étanche à l'air. Tu en parleras après. Et puis, évidemment, il va falloir parfaire les détails, les jonctions de menuiserie extérieure, où on vient scotcher, appliquer les joints qu'il faut bien pour qu'on n'ait aucune fuite intempestive, les jonctions de toutes les pénétrations extérieures. Là, on a toutes les gaines qui sont bien écartées pour qu'on puisse étancher parfaitement entre chaque gaine. Et puis là, par exemple, une sortie de gaine de ventilation. Et une fois que notre bâtiment est bien étanche, plus rien ne rentre dans le bâtiment, mais plus rien ne sort non plus. Donc pour pas que notre bâtiment devienne une marmite à polluants, on va évidemment le ventiler pour avoir un air sain dans le bâtiment. Je vais passer très vite parce que
L'intervenant suivant va vous expliquer ça bien mieux que moi. Pour moi, le meilleur système à retenir pour la ventilation, c'est la ventilation double flux pour plusieurs raisons. Il a déjà un énorme intérêt thermique, ce qui va limiter les pertes et les déperditions à la ventilation. Il va nous permettre de ventiler à des taux acceptables, voire supérieurs à la réglementation. Et par un système de jeu de filtres, là sur le schéma un peu de principe ici, on a tout un système de filtres qui va nous permettre de filtrer tous les polluants, particules extérieures qui vont rentrer pendant la ventilation du bâtiment. Petit avantage supplémentaire aussi, il va nous permettre de, assez simplement, mettre en surpression le bâtiment et limiter encore plus les intrants, comme je les appelle depuis le début. Je vous disais donc qu'on travaille tous sur des bâtiments très performants et que les parois deviennent très complexes. Là, vous avez quelques extraits de détails de la maison de santé où on a des parois, des liaisons de parois qui deviennent assez compliquées. Et il va falloir les maîtriser pour pas qu'on ait de surprises quelques mois après la construction du bâtiment. Pour les parois, je vais préférer utiliser des parois perspirantes, donc peut-être que tu en me diras un petit peu plus là-dessus, qui vont nous permettre de réguler naturellement la migration de la vapeur d'eau dans la paroi. Ici, vous avez un petit schéma représentant une paroi non perspirante et on s'aperçoit qu'ici, on a une paroi qui va bloquer la vapeur d'eau et cette vapeur d'eau va rester dans la paroi, ce qui peut nous amener à avoir des petites moisissures, des petites bestioles qui ne sont pas très intéressantes pour la qualité de l'air intérieur. Quand on est sur une paroi perspirante, la migration de l'eau, de la vapeur d'eau, elle va se faire naturellement à travers la paroi vers l'extérieur. Pour bien maîtriser ces parois perspirantes, il faut bien tenir en compte une seule chose, c'est que la succession des couches isolantes, non isolantes, voilà, on a la maison de santé, donc isolant intérieur, par vapeur, qui est un panneau de contreventement, isolant ouate de cellulose, isolant laine de roche, plus bardage bois ou bardage liège, suivant les emplacements. Il faut absolument que chaque couche ait une ouverture à la vapeur d'eau de plus en plus ouverte vers l'extérieur, pour que la vapeur d'eau ne soit jamais freinée dans la paroi. Et on parle du SD de chaque élément qu'on vient empiler dans la paroi. Pour maîtriser nos méga parois super complexes, une des choses à bien placer, ça va être le plan d'étanchéité à l'air. Empiriquement et assez simplement, on peut déjà vérifier que notre plan d'étanchéité à l'air va être dans le premier tiers de la paroi. Mais ça ne nous empêchera pas, de la paroi isolante, ça ne nous empêchera pas de vérifier par le calcul, et j'accélère parce que j'ai plus de 2 minutes, et je vais prendre l'exemple de la maison de santé de Hédé. Paroi extérieure très complexe, isolant, par vapeur, isolant, tôle, liège. Le chantier se déroule très bien, l'entreprise Martin Charpente, très bonne entreprise, avance très bien et nous fait une petite suggestion, c'est de fermer les caissons pour l'insufflation de la ouate de cellulose par de l'OSB extérieur. Empiriquement et puis instinctivement, on ne dit pas de souci. Contreventement extérieur 22 mm, OSB extérieur 8 mm, on a une perspirance continue. Ah ben, surprise, pas du tout. L'OSB est beaucoup plus fermé. Et si on n'avait rien fait, on avait de l'eau bien liquide en plein milieu de notre paroi ossature bois, en plein milieu de la boîte de cellulose pendant toute la durée de la vie du bâtiment. Donc on a pallié durant le chantier en ajoutant, là c'est avant et ici après, un petit pare-vapeur intérieur pour bloquer la vapeur d'eau. Je passe très vite sur les matériaux, parce que maintenant que notre bâtiment est sain, parfaitement maîtrisé, les seuls polluants qui vont nous rester, ça va être les matériaux utilisés dans le bâtiment. Donc, on va de manière générale plutôt essayer d'utiliser des matériaux sains, même si dans la paroi en elle-même, ces matériaux sont confinés derrière un parement, donc ont moins moins altérer la qualité de l'air intérieur. On va essayer d'utiliser un maximum de matériaux et de mobilier, parce que ça devient eux qui sont polluants.
sans que ça nous aboutisse forcément à un design intérieur de cabane au Canada. Il y a vraiment maintenant énormément de produits qui sont écologiques, qui sont certifiés sains, et il suffit simplement dans le CCTP de bien les décrire, de proposer des choses précises pour qu'on n'ait pas de surprise à l'appel d'offres. Pour conclure, parce que je crois qu'il est temps, je me contenterai simplement de relayer la petite question qu'a posée Gunther Lang, un architecte, non, il est ingénieur spécialisé dans le Passive House en Autriche, qui a un titre un petit peu accrocheur. Mais derrière ce titre, il y a une réelle réflexion scientifique sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments passifs. Je vous laisserai le soin d'aller chercher la réponse sur le net, on le trouve partout. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bonin.